Donc les ex-sociétés financières ne pouvaient plus bénéficier de la qualification d'établissement de crédit, avec les avantages qui vont avec d'ailleurs, notamment le passeport européen. Et donc les pouvoirs publics ont créé à cette occasion une nouvelle catégorie d'établissements de droit purement national, les sociétés de financement. Et donc on a une catégorie qui ne bénéficie pas du passeport, sauf dans des circonstances tout à fait particulières, et qui est spécialisée dans le crédit, auquel on a soumis un cadre purement national, mais qui est en fait totalement décalqué sur celui des établissements de crédit. Donc en gros, ils ont les mêmes règles, les mêmes contraintes, quelques rares exceptions près que les établissements de crédit. Donc c'est une situation assez différente de ce qui existe dans d'autres pays, où on a des activités comme des sociétés spécialisées dans le crédit bail, par exemple, ou dans le facturage, qui ne sont pas des entités régulées. Donc on voit bien qu'il y a un choix en France d'avoir mis dans un statut supervisé, régulé, les activités de crédit. Donc on part de cette situation-là, et que constate-t-on? Mon propos va consister à d'abord vous évoquer le fait qu'il existe depuis la loi bancaire de 84 un certain nombre d'exemptions, un certain nombre de dérogations. Donc il y a une règle générale, mais il y a également des exceptions qui sont prévues. Et depuis 2013, donc dans la période très récente, ces assouplissements se sont encore élargis. Donc c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Alors, commençons par les vieilles, si j'ose dire, entre guillemets, les vieilles exemptions, celles qui étaient dans la loi bancaire de 84. On a d'abord des entités qui sont exemptées de tout ou partie du monopole. Alors il y a deux catégories. Il y a des entités qui bénéficient d'une exemption à titre général. Alors c'est le cas par exemple du Trésor public. Bon, le Trésor public maintenant il a quasiment, c'était surtout les dépôts d'ailleurs, il recevait des dépôts, mais il a quasiment arrêté cette activité. Il y a la Banque de France, bien sûr. Alors maintenant, bien sûr, ça fait partie de l'activité d'une banque centrale de faire des prêts. Elle le fait maintenant dans le cadre de l'Union économique et monétaire. Hein. Elle le fait avec la Banque centrale européenne, mais elle porte toujours cette activité dans son bilan, et pour des montants là, qui sont tout à fait significatifs. Les instituts d'émission d'outre-mer, à la fois pour les DOM et les territoires d'outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations, alors qui elle a un statut très particulier, hein, puisque donc c'est pas un établissement de crédit, pour autant c'est un établissement qui fait du crédit, et qui fait beaucoup de crédit. Il y a la centralisation du livret A notamment, donc derrière il y a des encours qui sont extrêmement importants. Elle a un statut un petit peu à part, hein, puisque c'est une structure étatique qui appartient entièrement à l'État et qui est néanmoins, depuis un certain nombre d'années, supervisée par la CPR. Donc elle a un statut, il y a un contrôle qui est exercé par la CPR sur la Caisse des dépôts et consignations, qui pour autant n'est pas soumise de droit à l'ensemble des normes prudentielles auxquelles sont soumis tous les établissements de crédit. Mais elle s'y soumet à titre volontaire et tout cela est contrôlé par la CPR. Il y avait la Poste, et depuis la Poste a créé la Banque Postale, donc toute l'activité bancaire de la Poste est extériorisée dans une entité, elle a totalement régulé, la Banque Postale. Il y avait dès l'origine des exceptions pour les organismes d'assurance, on va y revenir, mais les possibilités de faire des prêts pour les organismes d'assurance étaient extrêmement limitées, puisqu'il y avait des contraintes notamment sur les garanties à apporter qui étaient très fortes. On avait d'autres catégories d'établissements supervisés comme les entreprises d'investissement, de création plus récente, les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique qui, dans le cadre de leur activité spécifique, la prestation de services d'investissement pour les entreprises d'investissement, la prestation de services de paiement pour les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, ont la possibilité de faire des prêts. Et c'est vraiment une activité complémentaire et accessoire à leur activité principale. On fait des prêts dans le cadre des opérations sur titre qui sont faites, on fait des prêts dans le cadre de règlement des opérations de paiement qui sont réalisées. Donc on est sur une activité accessoire.
On a des autres exceptions, autres organismes qui bénéficient d'une exception, c'est le 1% logement, les CIL, les comités interprofessionnels du logement. Alors là, on est sur des montants qui sont quand même assez significatifs, hein, qui se chiffrent en milliards. Et vous avez peut-être vu dans la presse qu'il y a une réforme en cours des CIL. Donc une partie de leur activité, c'est d'acquérir, de construire des logements et de les louer, et une autre partie de leur activité, c'est de faire des prêts à des salariés pour qu'ils acquièrent un logement. Et là, il y a des encours tout à fait significatifs. Tout ça a été donc totalement en dehors du secteur régulé, et ça va y venir, puisqu'il y a un projet de texte qui devrait, je pense, sortir d'ici la fin de l'année, en tous les cas, et qui donc soumettra une nouvelle entité à la supervision de la CPR et au respect de l'ensemble des normes auxquelles les établissements qui font du crédit sont soumis. Et puis enfin, autre exception, les OPCVM, qui dès l'origine avaient la possibilité de faire du crédit, mais dans certains types d'OPCVM, comme les FCPR par exemple, mais dans des conditions limitées. Et puis plus récemment les FIA, donc qui résultent d'une directive européenne de 2011 et qui sont des véhicules d'investissement collectif qui peuvent donc également faire des prêts. Deuxième type, donc ça c'est la première famille, ceux qui bénéficient d'exemptions, disons, intuitu personné, et puis il y a d'autres exemptions, spécifiquement en matière de crédit, qui visent les organismes sans but lucratif, hein, les fondations reconnues d'utilité publique, qui peuvent faire des prêts sur leurs ressources propres ou sur des ressources empruntées à leurs ressortissants. Mais elles n'ont pas le droit, bien évidemment, d'avoir des ressources sous forme de fonds remboursables du public. Hein. C'est uniquement les fonds propres ou ressources empruntées auprès de banques. Les organismes d'HLM pour l'accession des prêts pour l'accession à la propriété, mais ces activités doivent être accessoires à leur activité principale. Les entreprises ont la possibilité de faire des avances à leurs salariés, d'avances sur salaire à leurs salariés, et des prêts à titre exceptionnel et à vocation sociale. Et enfin, on a des prêts participatifs qui peuvent être consentis par des personnes morales à d'autres personnes morales. Et donc là, il n'y a pas de contrainte particulière, mais sur un prêt participatif, on est sur un instrument de dette particulier avec une clause de subordination qui en font des quasi-fonds propres, donc on est à la frontière finalement entre le prêt et l'equity. Donc sur toutes ces exceptions traditionnelles, vous voyez que finalement, dans la plupart des cas, on est sur des activités qui sont soit vraiment accessoires par rapport à l'activité principale et qui portent toujours sur des montants, des encours finalement assez limités. Alors à l'exception de 1%, où là il y a des encours plus significatifs, mais on a vu que les choses allaient changer à cet égard. Deuxième catégorie de dérogation dont bénéficient les entreprises, là, quel que soit leur statut, c'est ce qui est prévu dans le L507 du Code monétaire et financier. Donc là, on a les opérations tout à fait classiques de délai ou avance de paiement au co-contractant, hein, c'est le crédit client, le crédit fournisseur. Donc là, c'est une opération de crédit, il y a un prêt, il y a une durée, il y a un intérêt, et donc ça échappe évidemment au monopole bancaire. Et là, bon, c'est une activité traditionnellement significative en France, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, et des encours significatifs, puisque c'est plus de 400 milliards d'euros d'encours de crédit fournisseur. Bon, les locations de logements avec option d'achat, donc ça, là aussi c'est une possibilité offerte à toute entreprise. Les opérations de trésorerie intragroupe sont aussi une activité permise. Alors, il y a un texte assez connu et qui a traversé le temps, c'est la lettre du directeur du Trésor du 6 décembre 1985. Donc au moment de l'adoption de la loi de 84, il y a eu un courrier du directeur du Trésor qui est venu préciser un certain nombre de modalités d'application, et notamment sur ces opérations de trésorerie intragroupe,
Et l'interprétation qui a été retenue était assez libérale. On a considéré qu'il fallait considérer le groupe au sens large, donc mère-fille évidemment, mais les relations entre sociétés sœurs, cousines étaient également possibles. Donc, et l'interprétation qu'on a fait par la suite a toujours été assez libérale. Donc il y a des structures qui peuvent gérer la trésorerie, faire des prêts à l'intérieur d'un groupe sans être régulés. Cela étant, il existe aussi un certain nombre de groupes industriels ou commerciaux qui ont des structures qui gèrent leur trésorerie et qui sont agréés, parce que l'agrément leur donne en plus, évidemment, des contraintes, parce qu'ils doivent respecter toute la réglementation qui s'impose aux établissements de crédit, par exemple, si c'est une banque, mais ça leur donne aussi des possibilités d'accès au financement de la Banque centrale, ça leur donne aussi la possibilité de faire des opérations en dehors du groupe, qui peuvent être, pas accessoires, en tous les cas, de moindre importance que les opérations intra-groupes, mais ça ouvre d'autres possibilités. Donc il y a un certain nombre de groupes qui ont créé des banques de groupes. Autre dérogation, évidemment, alors là très importante, c'est la possibilité pour toute entreprise, enfin presque toute entreprise, d'émettre des titres financiers. Et ces titres financiers peuvent être souscrits par n'importe qui. Donc là, on est bien sur les opérations de crédit, évidemment. Alors, avec une contrainte particulière, j'y reviens sur les sociétés de financement, parce que les sociétés de financement, elles, n'ont pas le droit d'émettre de titres financiers. Puisqu'elles font du crédit, la combinaison émission de titres financiers et crédit, là, c'est une activité d'établissement de crédit. Parce que l'émission de titres financiers à titre habituel, lorsque par ailleurs on fait du crédit à titre habituel, c'est considéré comme la réception de fonds remboursables du public. Hein, donc recevoir des dépôts finalement ou émettre des obligations auprès du public, c'est en substance pour le déposant, pour l'investisseur, c'est le même risque. Donc il est protégé de la même façon. De ce fait, une société de financement n'a pas le droit d'émettre de titres financiers. Et puis enfin, dernière exception, donc, qui s'applique à tout acteur, c'est la remise d'espèces dans le cadre d'un prêt de titre ou d'une pension. Donc ça, c'est toute la réforme de la pension livrée qui a été réalisée dans les années 80. Et donc, comme c'est une opération à la fois qui porte sur un titre et sur du cash, hein, c'est un prêt collatéralisé finalement par un titre, ou un prêt de titre collatéralisé par du cash. Donc là, on est sur une activité qui peut être réalisée par tout le monde. Donc voilà disons les exceptions, les dérogations traditionnelles. Et ces dérogations traditionnelles, anciennes, ont été sensiblement assouplies depuis 2013, avec un certain nombre de réformes qui portent sur des domaines d'ailleurs et des modalités très différentes les unes des autres. La première, avec un élément de contexte, évidemment, pourquoi ces réformes ont été engagées, avec le souci du financement de l'économie réelle, le fait que les banques, les acteurs traditionnels, avec la crise financière, avec les ratios de fonds propres qui sont beaucoup plus exigeants maintenant, ont plus de difficultés ou pourraient avoir plus de difficultés à financer l'économie. Donc on cherche des moyens alternatifs de financement de l'économie qui est très marqué par le secteur bancaire en France et en Europe, hein, puisque c'est contrairement aux États-Unis. Et puis aussi une volonté pour un certain nombre d'acteurs ou d'investisseurs de trouver du rendement. On est dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement bas, donc les produits classiques n'offrent plus de rendement, et donc ouvrir la possibilité à de nouveaux acteurs de prêter à des entreprises. J'ai entendu tout à l'heure des taux de rendement extrêmement attractifs, 13%, ça fait rêver. Et on est très très loin des taux de rendement qui sont... voilà. Donc cet ensemble de préoccupations fait que on a ouvert à de nouveaux acteurs, à de nouveaux véhicules, la possibilité de faire des prêts, mais avec toujours ce souci, comme vous allez le voir, d'assurer une protection minimum des clients et des investisseurs. Donc il y a toujours un dispositif d'encadrement qui permet d'assurer que les choses sont faites de façon professionnelle et que les investisseurs dans ces véhicules ont l'information requise. Alors on peut commencer avec les prêts directs des organismes d'assurance et les fonds de prêt à l'économie, donc l'ouverture au secteur de l'assurance. Donc ça c'est un décret de 2013 et un arrêté du 9 décembre 2013 qui
fixe le cadre. Donc l'idée est évidemment d'assouplir les conditions de prêt direct aux entreprises non cotées et aux collectivités publiques. Mais donc il y a des garde-fous qui sont prévus, puisque il faut qu'il y ait un dispositif qui permette de s'assurer de la qualité de crédit de l'emprunteur, et il y a un programme d'activité qui est programme de prêt qui doit être validé par l'ACPR. Donc là, l'ACPR s'assure que l'organisme d'assurance dispose bien de systèmes d'analyse, de mesure des risques et de gestion des risques de crédit qui est adéquat. Alors, au-delà du prêt direct, il y a les fonds de prêt à l'économie qui également ont été mis en place, avec interdiction d'avoir des tranches au passif. Et le dispositif a été encore assoupli en 2014 en ouvrant ces possibilités de prêts aux entreprises aux deux autres catégories d'organismes d'assurance que sont les institutions de prévoyance et les mutuelles de livre 2 du Code de la mutualité, puisqu'au départ c'est uniquement les organismes d'assurance, le Code des assurances, dorénavant c'est l'ensemble des organismes d'assurance, donc ça couvre les trois codes qui ont la possibilité de le faire. Donc on a, donc pour vous donner une idée, les prêts aux entreprises des organismes d'assurance en 2013, c'était de l'ordre de 9 milliards d'euros. Avec la réforme des prêts directs, on a évoqué, je ne sais pas où on en est maintenant, mais on a évoqué une poche de l'ordre de 90 milliards d'euros. Donc on est sur des montants potentiellement assez significatifs et en tout état de cause beaucoup plus significatifs que ce qui existait précédemment. Deuxième réforme significative qui a été engagée, au moins sur le plan symbolique, c'est le financement participatif. Alors c'est qu'il y a une réforme en deux temps, donc on est vraiment sur des évolutions en continu. On n'hésite pas en l'espace de 2 ans à compléter, améliorer les dispositifs existants. Donc le financement participatif, ça a été mis en place en 2014, l'idée étant de permettre à des particuliers, au départ, de faire des prêts, c'est du peer-to-peer lending, donc via des plateformes, de faire des prêts pour financer des projets. Mais on est sur des petits montants, il y a un plafond par opération, 1 000 € qui devrait être augmenté sensiblement, mais il y a quand même un plafond par opération, il y a un plafon par projet, 1 million d'euros qui devrait être augmenté également, et puis deux statuts, un statut d'intermédiaire en financement participatif, donc ça c'est vraiment du prêt classique, et puis un statut de conseiller en investissement participatif, là c'est pour faire des intermédiaires des titres, enfin des titres financiers, des titres de fonds propres, des instruments de fonds propres. Donc c'est un dispositif qui a connu un certain succès, mais on reste sur des montants là globalement assez modestes. Hein. On n'a pas de statistiques extrêmement précises, mais on est à tout casser de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros. C'est 200-300 millions d'euros d'encours. Donc ce sont des niveaux qui, en termes d'impact sur l'économie réelle, sont évidemment beaucoup plus faibles. Alors le dispositif a été assoupli donc, très récemment avec la création des mini-bons, des bons de caisse, enfin c'est la réforme des bons de caisse, puisque certains acteurs avaient eu l'idée d'utiliser cet instrument un peu désuet, qui était tombé en désuétude d'ailleurs, le bon de caisse, qui a été créé par une décret-loi de 1937, donc c'est très ancien. Et de ce fait, il bénéficiait d'un cadre juridique extrêmement light, puisque il fallait simplement être une entreprise avec 3 bilans pour pouvoir émettre un bon de caisse, et avec un formalisme donc extrêmement limité. Donc ça a été réactivé par des plateformes de crowdfunding, et donc les pouvoirs publics ont de ce fait complété le dispositif du crowdfunding en donnant la possibilité d'utiliser les bons de caisse. Alors, ce qui permet, donc le bon de caisse c'est quoi? C'est un instrument représentatif d'un prêt, hein, avec une durée maximum de 5 ans, un taux fixe, donc toujours la préoccupation d'avoir des instruments valides, des
instrument très simple pour que l'investisseur ne soit pas perturbé et soit en mesure de comprendre parfaitement tous les risques associés à l'instrument. Donc une durée maximum de 5 ans, du taux fixe, toujours des plafonds par émetteur, l'obligation de tenir un registre, il faut qu'il soit enregistré d'ailleurs. C'est potentiellement une des possibilités qui est offerte à la blockchain, puisque c'est aussi autre instrument, autre technique dont on parle beaucoup. Et donc là, il y a un cadre réglementaire qui permettra d'enregistrer, de tenir le registre de ces instruments avec un système de blockchain. Une protection des investisseurs, évidemment, avec une documentation simplifiée, mais une documentation à produire, et puis une protection des investisseurs via l'accès aux informations sur un site à découverte progressive, c'est-à-dire c'est une découverte par étapes. Il faut d'abord que le site, et ce sont des conseillers en investissement participatif qui pourront faire ça, s'assure que l'investisseur, la personne physique qui veut investir, a une connaissance et une compréhension suffisante de l'instrument et des risques qui y sont associés. Vous dites 5 minutes. On a ensuite les sociétés de tiers financement. Ça vient d'une directive européenne. Donc ce sont des sociétés qui ont vocation à économiser l'énergie. Et donc c'est des prestataires purement techniques qui font une offre de rénovation de logements, mais qui ont dorénavant la possibilité d'associer à leur offre technique une offre de prêt. Et donc dans ce cadre-là, elles sont soumises, c'est une loi de 85 qui a créé ce dispositif, c'est la loi sur la transition énergétique. Et donc elles ont la possibilité de faire des prêts, et dans ce cadre, elles doivent avoir un agrément, une autorisation de la CPR. Donc, toujours même dispositif, la CPR s'assure que les entités en cause sont capables de gérer correctement le risque de crédit qu'ils encourent. Autre évolution en matière de crédit interentreprise, la fameuse loi, un des aspects de la fameuse loi Macron, qui permet aux SA et aux SARL de consentir à titre accessoire à l'activité principale des prêts à moins de 2 ans à d'autres entreprises, on exclut les grandes entreprises, avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Vous voyez qu'on ouvre considérablement avec ce dispositif la possibilité à des entreprises de se prêter entre elles. Mais il y a toujours cette idée alors importante, caractère accessoire. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un shadow banking, des quasi-banques qui s'installent sans avoir aucun statut. Alors il y a un dispositif de sécurité, il y a le contrôle des commissaires aux comptes sur les prêts consentis, une publication dans le rapport de gestion. On a la réforme de la titrisation, qui a été également un élément important, avec de nouveaux modèles Originate to Distribute qui se sont mis en place. On a la réforme des FIA et des fonds européens d'investissement à long terme, qui permettent aussi d'avoir des prêts à des projets d'infrastructure, sur des projets d'infrastructure, sur des prêts, des emprunts de petites et moyennes entreprises. Il y a enfin l'EuroPP, je mentionne au passage, il y a des encours quand même assez significatifs, 1 milliard d'euros. Là, il n'y a pas un nouveau cadre juridique qui a été mis en place, mais il y a une initiative de place finalement qui permet d'avoir des prêts entre des investisseurs institutionnels et des entreprises, avec un cadre contractuel allégé du placement privé, bien évidemment, qui permet donc d'avoir un nouveau véhicule pour favoriser ces opérations directes en dehors du secteur bancaire. Alors enfin un mot sur les évolutions envisagées dans le rapport d'Elmas Marsalé, parce que vous savez qu'il y a une réflexion récente du Haut Comité juridique de place, de la place financière de Paris, de mars 2016, qui s'est penché sur la question du monopole, des évolutions souhaitables. Il y a des propositions dont on a retrouvé
l'une d'elles dans le projet de loi Sapin, sur la cession des créances non échues. Parce que acquérir une créance non échue, c'est une opération de banque. Hein, dans la conception du monopole bancaire, évidemment, c'est une opération de banque. Et donc c'est réservé aux établissements de crédit. Et la cession de créances non échues à l'étranger, qui est une activité sur laquelle il y a un marché, il y a un besoin, il y a des opportunités, est pénalisée par le cadre juridique actuel qui crée une incertitude, puisque si les crédits, les créances non échues sont achetés par un acteur étranger, il y a le risque de considérer que c'est une opération qui est en infraction au monopole des bancaires et qui donc relève de sanctions pénales. Hein. La contrepartie de l'infraction, ce sont des sanctions pénales. Donc il y a un cadre juridique qui ne favorise pas ces opérations. Alors il y a des moyens de contournement, il y a des cessions à des établissements de crédit étrangers qui ensuite cèdent. Bon, mais ce cadre n'est pas vraiment satisfaisant. Donc là, il y a un projet pour faciliter les possibilités de céder des créances non échues à des acteurs étrangers. Et puis il y a d'autres propositions qui étaient faites mais qui n'ont pas été reprises à ce stade. Voilà. Donc pour conclure en 2 mots, beaucoup d'initiatives dans des domaines très variés, avec parfois pour les fonds de prêt à l'économie, par exemple, là on est sur des volumes qui sont un peu significatifs, mais tout ça reste quand même relativement modeste, hein, pour avoir les ordres de grandeur en tête par rapport aux encours de crédit du système bancaire classique. Pour vous donner une idée, pour l'encours de crédit aux seuls résidents, c'est 2350 milliards d'euros. Donc ça montre bien que le système bancaire reste quand même le principal pourvoyeur de crédit à l'économie. Les compléments qui sont apportés sont des compléments parfois significatifs, mais qui, à ce stade, n'inversent pas totalement, ne modifient pas la proportion décisive du système bancaire.